Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Frédéric Pechnard. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue. Vous avez été directeur général de la police nationale. Vous êtes en charge de la sécurité en tant que vice-président LR de la région Île-de-France. Le président Emmanuel Macron est donc arrivé tout à l'heure à Tel Aviv. Il y a beaucoup d'attentes, Frédéric Pechnard, autour de ce voyage, notamment de la part, bien sûr, des familles d'otages, de disparus français. À quelles conditions vous pourriez dire, ou on pourra dire, après son déplacement, que ça a été un voyage utile pour la France? C'est toutes les difficultés. Je crois d'abord qu'il fallait qu'il aille en Israël. Le président des États-Unis... Il était temps, diriez-vous? C'est un peu le dernier qui est arrivé. Mais enfin, le président des États-Unis est allé, la première ministre italienne, le chancelier allemand, le premier ministre anglais. Donc c'était assez logique que le président de la République française puisse se déplacer. Rappelons tout de même que nous avons eu 30 Français qui ont été assassinés par le Hamas et qu'il y a 7 Français qui sont portés disparus, dont tout porte à croire qu'ils sont aujourd'hui les otages du Hamas. Donc oui, il fallait y aller. Après, pour quel résultat? On verra après. En tous les cas, ce que l'on sait déjà par l'équipe de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas de doute, va apporter un soutien plein, entier à Israël, tout en évoquant, Frédéric Pechnard, la relance d'un processus de paix et éventuellement aussi l'idée, comme l'a dit hier Elisabeth Borne, d'une trêve ou d'une pause humanitaire. Est-ce que c'est possible en ce moment? En ce moment même, ça me paraît relativement difficile. Le président va rencontrer, en dehors bien sûr des autorités israéliennes, d'après ce que j'ai pu lire, les autorités égyptiennes, jordaniennes, ce qui était absolument nécessaire. On ne pourra rien faire dans la région sans, par exemple, l'aide de l'Égypte. On voit bien que les frontières de la bande de Gaza, c'est ou Israël ou l'Égypte. Donc si on veut faire sortir des gens de la bande de Gaza, c'est par la frontière égyptienne, et si on veut faire rentrer de l'aide humanitaire, c'est par la frontière égyptienne. Donc c'est une nécessité de parler à tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour commencer à parler de paix? On voit bien que le Hamas a finalement parfaitement réussi son coup et a placé Israël dans une position qui est impossible. Il y a une attaque extrêmement brutale et massive de la part du Hamas. On a eu plus de juifs tués que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc Israël est obligé de riposter. C'est une obligation pour la survie d'Israël. C'est important ce que vous dites. Sans réserve, hier justement à l'Assemblée, dans votre parti LR, Michel Tabarot apporte un soutien inconditionnel à Israël. Est-ce que vous reprenez ces mêmes mots? Oui, absolument. Le parti Les Républicains soutient de manière inconditionnelle Israël. Israël est une démocratie. Israël est un peuple qui est l'ami de la France depuis toujours. Et Israël a subi une attaque extrêmement grave, violente, monstrueuse. Il est normal que nous soyons aux côtés d'Israël. Imaginons tout à l'heure, dans quelques instants, Emmanuel Macron aux côtés soit du président israélien ou du Premier ministre israélien Netanyahou qui appelle à un cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous dites, Frédéric Pechnard? Est-ce qu'on peut appeler à un cessez-le-feu? Avec qui? Avec le Hamas? C'est vrai qu'on ne peut pas être contre l'idée ni d'un cessez-le-feu, ni d'une paix. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël est naturellement affreux. Voilà. Et moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les victimes civiles de part et d'autre. La différence, c'est que le Hamas a volontairement attaqué des civils, ce qui n'est pas le cas de l'armée israélienne. Mais est-ce qu'on va être entendu, Frédéric Pechnard? Parce que là, nous parlons de la position de la France. Est-ce qu'elle a encore, selon vous, un poids, une influence? Est-ce que la France, quand elle parle, elle est écoutée dans cette région? Puisque là, la crainte, rappelons-le, c'est la crainte d'un embrasement, d'une contagion. Oui, bien sûr. Bien sûr, en dehors de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur d'Israël, quelle est la position des Iraniens? C'est quelque chose qui inquiète énormément les Israéliens. Quelle est la position des pays qui sont autour? Quelle est la position de la Russie, des États-Unis? Bien sûr, c'est inquiétant. Alors, quel est notre poids? Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que sur la scène politique internationale et même européenne, la France a quand même perdu de son aura. C'est incontestable. Maintenant, j'ose espérer que la voix de la France compte toujours. La voix ou les voix de la classe politique française, on les a entendues hier à l'Assemblée. Je vous parlais des LR. Il y a aussi ce qu'a dit Mathilde Panot, qui représente les députés de la France insoumise. Il refuse toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. De quoi, selon vous, ce qui est en train de se passer est le révélateur et le symptôme dans notre pays? C'est le révélateur d'abord que la NUPES, ça ne peut pas marcher. Que l'alliance entre la gauche et l'extrême gauche, ça ne peut pas marcher. Et on l'a vu déjà depuis un petit moment, et là c'est caractéristique. On a une frange de la gauche qui évidemment qualifie le Hamas de groupe terroriste. Qu'est-ce que c'est d'autre quand vous rentrez dans un pays avec comme idée c'est de procéder à des massacres de civils, d'enfants et de prendre des otages? C'est la définition même du terrorisme. Donc le fait de ne pas vouloir en parler
me paraît une erreur politique majeure. Elle les exclut pour vous du champ républicain ? D'une certaine manière, oui. Oui, parce que les mots sont importants et on peut tout à fait descendre la Palestine, les Palestiniens, la création d'un État palestinien. D'ailleurs, les accords d'Oslo, sur lesquels on avait fondé il y a 30 ans beaucoup d'espoir, prévoyaient la création d'un État palestinien. Mais il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur la définition du terrorisme. Si ce qu'a fait le Hamas n'est pas un acte de terrorisme, alors qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? Plus la riposte israélienne va s'intensifier, Frédéric Pechner, plus on peut penser, imaginer que les manifestations vont se multiplier en soutien à la Palestine dans les capitales européennes, et en l'occurrence en France. Invité du grand rendez-vous dimanche sur Europe 1 et CNews, le président du RN, Jordan Bardella, se disait indigné qu'on laisse hurler Allah Akbar à 500 mètres du Bataclan. Malgré tout, est-ce que c'est suffisant pour interdire, si c'était un préfet, de telles manifestations? Vous avez été en lien pendant des années avec les préfets, sans doute vous l'êtes encore. Imaginez-vous en position, est-ce que vous pourriez les interdire? Moi, je suis fondamentalement arrimé à la démocratie et à la République. Et je pense qu'on est dans un état de droit. Donc l'idée de dire on va interdire toutes les manifestations est une mauvaise idée. Il faut voir au cas par cas, c'est au préfet de département de décider s'il y a un risque ou pas de trouble à l'ordre public. S'il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors il faut interdire la manifestation. Qu'est-ce qu'un risque, un trouble à l'ordre public? Par exemple, quand il y a des slogans « Israël assassin, Emmanuel Macron complice », est-ce qu'on estime que malgré tout, ce sont des slogans qui sont porteurs de troubles? C'est toujours très difficile à qualifier, d'autant plus dans cette manifestation. Le préfet l'avait interdite, mais le tribunal administratif a décidé que finalement, elle pouvait être autorisée. Mais si j'ose dire, ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est l'exportation sur notre sol. Et vous l'avez très bien dit, probablement, la guerre dans la bande de Gaza va durer longtemps. Il va y avoir un certain nombre de civils qui vont être tués, blessés. On va voir des images. Il va y avoir des gens qui vont se solidariser autour de l'un ou l'autre cas. Donc tout ça va provoquer des antagonismes. Et puis, la menace terroriste? La menace terroriste, elle est extrêmement importante. Nous avons eu déjà l'assassinat de Dominique Bernard. Vous craignez qu'il y ait... Alors c'est, difficile d'anticiper, mais j'allais dire, l'histoire, malheureusement, montre qu'à chaque conflit, nous avons eu une série d'attentats. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un continuum d'attentats? Bien sûr. J'entendais des gens en parler en disant on espère que ce qui se passe là-bas ne va pas venir en France. Bien sûr que si, ça va venir. Quand vous prenez tous les actes de terrorisme des dernières années, les derniers étant assez récents, ça a 8 ans, le Bataclan, 130 morts, les cafés du 10e et 11e arrondissement, Charlie Hebdo, Magnanville, les policiers assassinés chez eux, le père à Saint-Étienne-du-Rouvray égorgé, etc., etc. Eh bien, c'était directement lié au conflit en Syrie. Si vous remontez un tout petit peu dans le temps, 95-96, les attentats qui ont touché Paris, revendiqués par le groupe islamiste armé, c'était directement lié à la guerre civile en Algérie. Et si vous remontez encore un petit peu, 86, l'attentat de la rue de Rennes, attribué au Hezbollah, c'était une difficulté qu'on avait avec l'Iran. Et d'ailleurs, remontons encore un tout petit peu, 1983, c'était il y a 40 ans hier, l'attentat du Drakkar où les soldats de la paix de l'ONU française, 58 parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes ont été assassinés par le Hezbollah. Alors ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin, ils se demandent si nous sommes, la menace, personne ne la sous-estime, si nous sommes suffisamment armés. Certains affirment justement que notre état de droit, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout notre arsenal législatif, et en particulier la jurisprudence européenne, est un frein, est un obstacle justement à cette lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous le pensez également? Dans un état de droit, c'est assez simple. Il y a des gens élus qui votent des lois et ces lois doivent être appliquées. Et ces gens élus doivent voter les lois qui sont efficaces. Nous avons un arsenal législatif contre le terrorisme qui est efficace. Ça vient des lois de 1986 avec notamment la spécialisation des magistrats, la spécialisation des cours d'assises, qui est devenue plus tard, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui nous permet d'arrêter des gens avant le passage à l'acte, ce qui est assez efficace. Par contre, ce que je trouve dans la faiblesse de la France, c'est son absence de résilience. Je m'explique. Au moment de l'attentat, on va surréagir. Ce qui est normal. La classe politique. Oui. Et d'ailleurs, les journalistes aussi. Bon. Mais globalement, le pays va surréagir. Pourquoi? On va dire, d'abord c'est atroce, donc on a une réaction, on est sidéré. Ensuite, il y a le temps où il faut rendre hommage à nos morts. Mais après,
juste après, finalement, on sous-réagissait, on oublie. Frédéric Péchin, pardonnez-moi, je vous cite ce qu'a dit la sœur de Samuel Paty au Sénat. Elle a dit que si les choses avaient été faites pour son frère, eh bien, Dominique Bernard, le professeur assigné, serait encore là. Ça traduit ce que vous dites, mais la différence, c'est que vous êtes au pouvoir. Enfin, je veux dire, aux responsabilités tous. Oui, alors pas moi personnellement. Et les Républicains ne sont plus au pouvoir depuis plus de 10 ans maintenant. Et je dois dire que si on se penche sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant lequel j'étais directeur général de la police nationale, la situation sécuritaire était quand même bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, notamment dans le domaine du terrorisme. Voilà, donc finalement, je pense que personne n'a de leçons à nous donner de cette époque-là. Depuis maintenant plus de 10 ans, on n'est pas au pouvoir, un certain nombre d'erreurs ont été commises. Mais voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans les transports en commun. La région, vous parlez de la région, moi je suis vice-président de la région Île-de-France. Les transports en commun en Île-de-France sont organisés par Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports, qui est présidée par Valérie Pécresse. Bien. On s'est donné beaucoup de mal pour améliorer la sécurité dans les transports en commun. On a mis la vidéo partout, on a recruté 1000 personnes dans la première tranche. Maintenant, on a été réélu, on va à nouveau recruter 1000 autres personnes. On paye des réservistes de la gendarmerie pour tourner, etc., etc. Nous avons fait également un centre de commandement unique. Il a été financé intégralement par la région. Il est maintenant piloté par le préfet de police. Mais dans ce centre de commandement, en vue des Jeux Olympiques, on a la police, mais également la SNCF et la RATP, financés par nous. Mais nous avons demandé d'autres choses. Et alors, à l'État. A été refusé ? Tout a été refusé, ou pratiquement tout. Nous avons demandé, par exemple, qu'un agent de sécurité privé puisse faire descendre quelqu'un qui est un perturbateur. Aujourd'hui, il ne peut pas. On a demandé que quand il y avait des gens qui faisaient des actes d'incivilité, voire de délinquance, on puisse contrôler leur identité. Mais ça veut dire quoi? Que l'État, le gouvernement, l'exécutif ne vous suit pas quand vous voulez durcir au niveau de la sécurité? Nous avons demandé, dans le cadre de la loi sur les Jeux Olympiques, la possibilité d'introduire une expérimentation sur la reconnaissance faciale. Vous savez, ça marche, la reconnaissance faciale. Certains veulent leur invoquer. Sur votre téléphone portable, vous l'ouvrez avec la reconnaissance faciale pour rentrer dans un certain nombre de sociétés aussi. Expliquez-nous, c'est un double discours que vous dénoncez? Quand vous passez par... C'est pas un double discours, c'est qu'on oublie et on repart. Il n'y a pas de constance, si vous voulez. Or, il faut, c'est ce que j'appelle la résilience, il faut une constance dans la lutte. Mais il est anormal, alors qu'on a les moyens de le faire, qu'on ne puisse pas avoir un système de reconnaissance faciale. Alors, pour l'instant, on pourrait se contenter des terroristes, mais pendant les Jeux... et au moins pendant les Jeux Olympiques. Mais Frédéric Péchin, expliquez-nous, parce que le gouvernement dit l'inverse. Par exemple, sur le projet de loi immigration, Gérald Darmanin dit, mais regardez, s'ils ne votent pas le texte, c'est eux qui sont favorables au statu quo et ne me permettront pas d'avoir les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. C'est quand même grave, je trouve, comme accusation. Qu'en pensez-vous? Alors, sur la loi immigration, là aussi, on est vraiment dans le en même temps, cher au président de la République, où on estime que l'immigration massive telle qu'elle est aujourd'hui en France ne fonctionne pas, parce qu'on n'assimile pas, parce qu'on peut faire un lien entre l'immigration, en tout cas des étrangers, et les actes de terrorisme. C'est tout de même assez... C'est scandaleux. Comment les gens peuvent comprendre qu'on a des gens qui sont en France, en situation irrégulière, qu'on souhaite expulser, qui sont connus des services de renseignement, qui sont, selon l'expression, fichiers S, mais qui appartiennent surtout aux fichiers des radicalisés, et on n'arrive pas à les expulser. Enfin, au compte-gouttes, on y arrive. Bon, si le terroriste tchétchène qui a assassiné le professeur, si notre droit et notre fonctionnait correctement, il aurait dû être expulsé depuis bien longtemps, et on aurait donc évité ce drame. Bien. Dans la loi sur l'immigration, il y a un volet qui est intéressant. Mais vous ne pouvez pas dire on va faire une loi pour réduire, contrôler l'immigration et avoir un article 3 qui prévoit une régularisation massive. Or, les Républicains, vous pouvez le voir d'ailleurs depuis 2012, que ce soit sous le quinquennat de François Hollande ou sous les quinquennats d'Emmanuel Macron, les Républicains ont toujours voté les textes qui nous paraissaient être efficaces. Nous ne voterons pas ce texte en l'état. En l'état, ça veut dire avec l'article 3 sur la régulation massive d'étrangers en situation irrégulière. Frédéric Péchin, hier à cette même place, la chercheuse au CNRS et auteure du livre sur les réseaux fréristes, Florence Bergeau-Blaclair, à la question la menace terroriste, comment vous l'appréhendez, elle a dit que ce qui s'était passé en Israël pouvait se passer en France s'il n'y avait pas le sursaut nécessaire. C'est assez glaçant comme propos. Est-ce que vous partagez cette crainte? Non seulement je la partage, mais si vous faites une comparaison, alors on est d'accord, ce n'est pas tout à fait la même échelle, mais les attentats que nous avons subis en novembre 2015,
C'était des terroristes qui sont arrivés, qui ont déambulé dans Paris et qui ont assassiné au hasard, au Bataclan et après sur les terrasses, un certain nombre de civils jeunes, parfaitement innocents, qui n'avaient rien à voir avec rien. Donc on a subi, il y a 8 ans, le même type d'attaque, avec évidemment un niveau moindre. On a quand même eu 130 morts, voilà. Et probablement d'ailleurs, si on ne les avait pas stoppés, les terroristes étaient aussi moins nombreux, c'est plus compliqué, mais on est déjà dans les prémices, on a déjà vécu ça. Alors on risque de le revivre avec plus ou moins d'intensité. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que probablement il sera difficile aujourd'hui à des groupes terroristes extérieurs de venir massivement en France. Mais par contre, on n'est pas du tout à l'abri d'une attaque endogène avec un ou même plusieurs individus. On l'a vu à Nice, un individu seul peut provoquer une catastrophe avec 86 morts. Et ça, je pense que c'est la grande inquiétude de nos services de renseignement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des services de renseignement qui sont efficaces. Et vous les saluez souvent, vous le faites encore. Et je le salue parce que je vois le travail. Bien sûr. Pour les avoir côtoyés professionnellement, je sais le travail qu'ils font. Et puis pour les résultats qu'ils ont aujourd'hui, on peut tirer un coup de chapeau et aux services de renseignement et à la police française. Merci Frédéric Pechner, c'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Merci Sonia Mabrouk et Frédéric Pechner. On vous retrouve tous les deux dans un instant en compagnie des signatures Europe 1. À tout de suite.